C'est bon, merci. Messieurs, dames, depuis 30 ans que je suis en France, la libération, entre guillemets, de Saigon est encore très présente dans ma mémoire. En 1975, la très subite chute de Saigon a surpris le monde occidental, mais plus encore les autorités communistes du Nord qui ne s'attendaient pas à une reddition aussi rapide, malgré les sacrifices héroïques de quelques unités de parachutistes sudistes. Merci. Merci. Le plus surpris furent sans doute les Bodoïs, très jeunes, des enfants endoctrinés et exclusivement nourris de propagande. Ils s'attendaient à une entrée triomphale sous les ovations d'une population misérable. Vivant depuis des années dans les forêts, ces soldats découvrent une population méfiante vivant dans une caverne d'Ali Baba. Une montre, une bicyclette étaient des objets de luxe et inabordables à Hanoï. Tandis qu'à Saigon, les vitrines dégorgées de ces biens de consommation courante. Certes, le Sud vivait au-dessus de ses moyens grâce à l'aide américaine. La population du Nord vivait, elle, depuis 30 ans, dans un véritable ghetto, une totale ignorance du monde extérieur. La privation, pénurie permanente et les propagandes et mensonges matraquaient quotidiennement les populations nordistes, persuadées que les gens du Sud vivaient sous l'esclavage, la famine et l'oppression des nervis américains. Ces Bodoïs sont persuadés libérer le Sud, argument qui sera largement repris par les médias occidentaux. Le 17 avril 1975 pour le Cambodge et le 30 avril pour Saigon. Ces deux dates marquent le début de l'esclavage marxiste pour deux peuples amis de la France. Bien peu de commémorations en Occident pour ces dates et moments tragiques, sinon dans les milieux historico-militaires et pour les déplacés des diasporas. L'histoire est ancienne, certes, mais les conséquences sont encore aujourd'hui vécues par beaucoup d'une façon douloureuse. D'autant plus que les réactions de ces tragédies humaines et politiques ont été dramatiquement paradoxales. Souvenez-nous de l'inconscience de nos intellectuels de gauche se réjouissant de cette révolutionnaire émancipatrice, régénératrice des peuples. Au Vietnam, quelques millions de déportés en camp de travail, sans compter les Bot People. Le HCR évalue à plusieurs centaines de milliers de disparus en mer, noyés ou dépouillés par les pirates. Auraient-ils fui le paradis au péril de leur vie? Et la génocide cambodgienne, près de 3 millions de morts. Souvenons-nous les grandes consciences de l'époque. Jean Lacouture, titrant à la une « Libération de Saigon ». Il voyait dans la déportation de toute la population de Phnom Penh au Cambodge une audacieuse transfusion de peuple. Il fut l'un des rares à reconnaître son erreur, mais longtemps, et quelques millions de victimes après. En 1995 encore, 20 ans après, alors qu'étant connu le martyre de ces peuples, l'Humanité, le journal grassement subventionné par nos impôts, sous la plume de Michel Muller, fustigeait les dérisoires commentaires du document filmé de Jérôme Canapa
Les brûlures de l'histoire, témoignage de la chute de Saigon. Je cite, « Mais non, monsieur Chaillan, une expert en géostratégie, ce n'était pas une chute, mais une libération et une victoire par la volonté d'un peuple libre. » D'un siècle à l'autre, l'aveuglement des idéologues révolutionnaires perdure et ressemble fort à de la complicité de crimes contre l'humanité. La liberté par la mort, mort aux ennemis de la liberté. C'est un air connu et appliqué de nos révolutionnaires. Aujourd'hui encore, lisez le livre de M. Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale. La révolution n'est pas encore achevée et nous la terminerons. Thibaut Darcy prophétise pour demain. La vieille civilisation européenne est en voie d'éradication totale. Et la presse unanime titre en première page « Le vieux monde est enfin déraciné et purifié de sa gangue nationale. Les circonstances changent, l'enfumage perdure par médias interposés. » À Saigon, en 1975, ma famille et moi-même observons les agissements de cette armée d'occupation qui, très vite, va tirer profit de cette situation après tant d'années d'austérité, pour ne pas dire d'indigence. Nous apprenons à survivre au jour le jour, car les richesses du Sud seront confisquées par les occupants, surtout par les cadres de l'armée et les Kanbo, les commissaires politiques, qui feront payer aux sudistes leur mode de vie. C'est le règne de la délation systématique, organisée et récompensée. Tous se méfient de tous, les amis entre eux, les parents vis-à-vis de leurs propres enfants. Dans la rue, dans les foyers, le moindre propos dénoncé comme bourgeois, la moindre allusion au régime fantoche, le moindre doute sur le bien fondé de la révolution pour le peuple vous mène en prison ou en camp de rééducation. Sans acte d'accusation, sans jugement, on peut y rester des mois ou des années à la discrétion d'un obscur fonctionnaire. Les prisons vont se remplir car les arrestations sont nombreuses. La prison de Levensuit, au plus fort de la répression de l'époque du président Thieu, comptait 2000 détenus. Mais en septembre 1975, il y en avait 2000. Et la prison centrale de Tiwa est passée de 8000 à 40 000 détenus en 4 mois. Imaginez les conditions de détention, la promiscuité, le manque de ravitaillement, l'absence d'eau et tout. Une forte proportion de prisonniers étaient d'anciens communistes ou membres de FNL ralliés au gouvernement Thieu lors de la campagne Thieu Hoi, c'est-à-dire bras ouverts, organisée après l'échec de l'offensive du Tet 68. Ils payaient les efforts de réconciliation tentés par le président Thieu. Le système carcéral visait à diviser les prisonniers en créant jalousie, rivalité, querelle. C'est la politique du chien dressé à mordre les autres chiens. Action qui détruit toute forme de solidarité ou d'empathie humaine et qui conduit à abandonner sa propre personnalité. Quant à ceux qui ont collaboré avec l'ancien régime, comme les officiers, les fonctionnaires, les instituteurs, les religieux, ils sont arrêtés et détenus quelque temps, soi-disant, pour rééducation. Mais la plupart vont croupir dans les camps de travail forcés pendant de nombreuses années, jusqu'à 20 ans pour certains, toujours sans accusation précise et sans jugement. Même les membres du parti, comme le colonel Hugh,
ancien membre du parti depuis l'âge de 18 ans, formé par lui, loyal par nature, enfermé dans la prison de Qingdao, qui déplorait pendant ces années de lutte dans le maquis le mépris des communistes du Nord pour le Sud vietnamien, qui allait parfois jusqu'au meurtre, déclare, rapporte par Doan Van Tau dans son livre Le Goulag vietnamien, et je cite, « Au Sud-Vietnam, la démocratie était une caricature, mais au Nord, c'est une imposture. Il n'en reste que les mots, le peuple veut, le peuple proclame, mais le peuple, il ne veut rien, il ne proclame rien, il subit. Le peuple, une poignée d'hommes qui ne sont soumis à aucun contrôle, lui dicte ce qu'il doit vouloir et ce qu'il doit dire. Entretenir l'espoir dans un monde meilleur, dans un homme nouveau, endormir l'opinion et l'esprit critique est sans doute le souci de tous les pouvoirs. Mais aucun ne pratique l'anesthésie et le double langage avec plus de constance et d'hypocrisie que le régime communiste. La torture physique était aussi largement utilisée pour faire avouer les dissidents, classés ennemis de la Révolution. Les interrogatoires commençaient toujours par la rédaction de son curriculum vitae. Cette bibliographie, reprise et répétée des dizaines de fois, confrontée à celle des voisins et des proches, finissait toujours par présenter les petites divergences qui révélaient dissimulation et mensonges. Vous étiez donc à la solde des ennemis de la Révolution, agents de la CIA, déviationnistes, et la condamnation était sans appel et les condamnés disparaissent discrètement. Il suffisait même d'être soupçonné de vouloir quitter son pays pour être éliminé pour trahison. Malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 13, toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays. Le régime communiste ne supporte pas le doute. Il n'y a pour lui que la vérité et l'erreur. Le parti détient la vérité. Quiconque hésite est dans l'erreur et doit donc rééduquer. De plus, comme il détient la vérité, il s'ensuit que celui qui a été arrêté est forcément coupable de quelque chose. Vouloir prouver qu'on est totalement innocent est donc extrêmement dangereux. C'est mettre en cause la révolution elle-même. Une attitude négative entraînait des représailles contre la famille, la suppression des cartes de ravitaillement, les déportations dans des nouvelles zones économiques, véritable bagne dont on ne sort pas. Dans le mensuel du Parti communiste Vietnam Consang, le numéro 5 de l'année 1977 avertit « Les mesures à appliquer pour venir à bout des réactionnaires sont non seulement l'arrestation et la rééducation, mais aussi la liquidation. Et il ne faut laisser échapper personne. » Au Vietnam, la propagande reprise sans discernement par les médias occidentaux a toujours montré une armée révolutionnaire de paysans tellement sympathiques dans son courageux dénuement, luttant pour sa liberté face à l'oppresseur bourgeois soutenu par la clique capitaliste. On a montré la belle Jeanne Baise, coqueluche de showbiz, la guitare en bandoulière soutenue les serveurs des batteries anti-aériennes chargés d'abattre les pilotes de son propre pays. N'est-ce pas de la trahison? Mais qui voulait savoir que l'armée nord-vietnamienne envahissant le sud gonflait de 30 000 hommes en 1963 à 212 000 en 1965. Elle montera encore en puissance, atteignant 400 000 combattants en 1975, avec une logistique moderne, inépuisable,
venant des alliés russes et chinois. Une armée de la paix. L'armée qualifiée de fantoche par les communistes ne fut jamais correctement ravitaillée par les Américains dès leur départ en 1973. Les derniers combats livrés par l'armée du Sud donnèrent lieu à des actes d'héroïsme malgré les zones encombrées de milliers de réfugiés fuyant le paradis communiste, comme la bataille de Sung Lok, qui dure du 9 au 21 avril 75, 20 000 obus seront tirés contre le sudiste. Plus de 2000 hommes seront tués contre 5000 hommes, 5000 morts dans le nord vietnamien et 370 chars T-54 détruits, d'après le général Lê Minh Đào à l'époque. Une armée de 20 nu-pieds, nous a-t-il dit. Certes, la situation politique du Sud n'était pas favorable à des conceptions stratégiques cohérentes, mais les combattants ont lutté pour la liberté de leur pays face à l'agression marxiste. Le 30 avril, après le baroud d'honneur de quelques parachutistes sud-vietnamiens, qui n'est pas sans rappeler un épisode mexicain, les chars Nord-Vietnam, récemment marqués aux couleurs Vietcong, défoncent les grilles du palais présidentiel. Les gros médias célébreront la victoire des maquisards libérateurs qui seront aussitôt éliminés du jeu politique au profit exclusif des envahisseurs du Nord. Pour les besoins de la propagande, le FNL et le GRP existaient bien, mais pratiquement ce dernier sera condamné au silence dès le 7 mai 1975. À noter que le chef du char victorieux, M. Boutin, renoncera très vite les délices de la Révolution pour se réfugier à Paris, comme les millions de ses compatriotes qui affronteront tous les périls pour rejoindre le monde libre. Souvenons-nous pour demain. Car si la situation économique du Vietnam moderne s'améliore pour une partie de la population, beaucoup, dont les minorités ethniques, s'enfoncent dans une misère dissimulée aux touristes. Le poids de l'État maintient la population sous une pression policière qui interdit toute opposition. Les principes pouvoir dénonçant corruption, les principes révolutionnaires sont toujours pleinement appliqués. La presse est muselée et les velléités de mise en cause du pouvoir dénonçant corruption et mensonges étouffées violemment. Voilà la réalité du communisme asiatique qui séduit toujours le capitalisme occidental. Et pour avoir vécu moi-même avec ma famille l'oppression communiste à partir du 30 avril 1975, je pourrais rajouter un très grand nombre d'exemples vécus à ce sujet. Et pour faire mémoire, j'ai écrit un manuscrit qui va bientôt paraître et qui développe l'ensemble des souffrances journalières que nous a imposé le régime communiste. Je remercie M. Didier Rochard de me donner l'occasion de remercier la France qui m'a recueilli en tant que terre d'asile. Et je remercie à vous aussi d'avoir écouté mon témoignage. Merci beaucoup. Merci.